Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du débat intellectuel, débat de connaissances, mais surtout un souvenir autour d'une situation dramatique vécue dans la capitale économique du Cameroun, Douala. On se souvient, il y a 2 ans, c'était précisément le 14 mai 2022, ici à Douala, au quartier Bali, précisément au lieu dit d'Ikolo, les populations, hommes, femmes et enfants, aux premières heures de ce 14 mai, quelques jours avant la célébration de la fête nationale de l'unité, étaient sortis de leur maison à raison d'une décision autorisant les démolitions de leur maison d'habitation. Ces démolitions avaient fait grand bruit pendant des jours, des semaines et même des mois. On se souvient aujourd'hui, 2 ans après cette, permettez-moi l'expression, catastrophe à Dikalo TV. Dikalo TV a donc fait le choix aujourd'hui de revenir et de poser sur la table du débat la problématique de cette situation. Dikalo, 2 ans après, où en est-on? Que sont devenues les populations? On en parlera dans le cadre de cette émission spéciale dédiée à ces cas de Dikalo du 14 mai 2022, ici même à Douala. Et justement, vous le savez, pour faire le débat avec moi, des hommes et des femmes, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, mais aussi des victimes, pour nous accompagner dans le cadre de cette émission spéciale. Nous voulons d'ailleurs, pour l'occasion, féliciter Dikalo TV d'avoir fait le choix de s'arrêter un temps soit peu et de se souvenir et de se rappeler même de ce jour fatidique, de ce jour noir pour cette population. On avait d'ailleurs vu quelques jours après ces casses, le peuple sawa, tout de noir vêtu, sorti comme un seul homme pour crier son ras-le-bol, pour crier et dire non à ce scandale de trop autour du foncier à Douala. On en parlera ce soir avec nos différents acteurs, une équipe d'hommes et de femmes révolus et décidés derrière les machines et les caméras pour nous accompagner pendant pratiquement 2 heures d'émission sur Dikalo TV. Mesdames, Messieurs, merci une fois de plus d'être en notre compagnie. Bienvenue à ceux que nous retrouvons à l'instant. Nous allons procéder à la présentation du panel des hommes et des acteurs qui nous accompagneront ce soir. Parmi ces hommes et femmes, une dame justement, elle est très connue, très populaire parce qu'aux premières heures de cette crise, de ces casses, de ce jour fatidique, elle est montée au créneau. Elle avait décidé de défendre bec et ongle cette population qui avait été ainsi mise à la belle étoile. Elle est acteur politique au sein d'une formation politique de la place. Elle, c'est l'honorable Marlise Douala-Belle qui nous accompagne ce soir. Honorable, votre micro s'il vous plaît. Bonsoir à vous. Merci de nous accompagner encore ce soir. Merci de m'avoir convié. Merci à Dikalo TV d'avoir pensé que je pouvais participer à cet échange. Basango na banyango, bonayeye, bunyabondene, ndedi malano obunsane, onyola dijandande, bonanyangwa suba pudinona dibene sona ikwala, emombweye, ni sesenye na dikusino, batube sepe, batana biso, basengino. Donc c'est un moment important pour moi et j'imagine pour tous les co-panélistes. Et nous espérons que nous allons pouvoir apporter des éclairages ou alors partager nos émotions une fois de plus avec le peuple du Cameroun. Alors, vous qui parlez d'émotions, honorable, vous regardez le micro et l'espace. On se souvient, il y a 2 ans, au lendemain de ce samedi-là, vous étiez pratiquement, j'ai pas envie de dire toujours en larmes, et vous étiez de celles qui ont pratiquement affronté les forces de l'ordre pour dire non, trop c'est trop. Évidemment que c'était
c'était pas forcé, c'était naturel, du fait déjà de mon double statut. Effectivement, je suis un acteur politique de la place, pour ne pas dire du pays, mais aussi je fais partie des fils et filles du canton, et plus précisément des Bonandoumbe. Il s'agissait d'un sort terrible qui s'abattait sur ma famille et sur la famille de mon époux. C'était normal que je me lève et que je m'associe à cette expression forte de l'émotion. Et je pense également que ma présence en tant qu'acteur politique était un signal, un message que je voulais fort pour que nos dirigeants comprennent qu'il s'agit d'une réelle préoccupation. Merci beaucoup à vous, honorable. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dikalo au TV, qui justement a décidé aujourd'hui de poser sur la table du débat la problématique de Dikalo, la tragédie. 2 ans après, on en parlera également avec un autre acteur. Lui, c'est l'une des victimes, l'un des sinistrés de ce drame-là. En ce plateau spécial, je rappelle, et il se nomme Patrick Moudissa. Il est avec nous ce soir. Patrick, bonsoir. Oui, bonsoir Frédéric. Merci beaucoup à Dikalo TV pour l'initiative. Vous savez, c'est malgré nous que nous, les victimes, nous écumons les plateaux de médias depuis 2 ans. Malgré nous, vraiment, ce n'était pas notre souhait. Et aujourd'hui, justement, nous venons toujours pour la même cause, une cause très triste, tout le monde le sait, ce que nous avons vécu ici, dans ce village. Et nous espérons que, justement, nos voix que nous portons, enfin, nos voix que nous donnons tout le temps seront entendues là où exactement elles doivent être perçues. Alors, je ne vais pas aller plus loin, je remercierai justement toute la communauté Sawa ici, qui nous a soutenus depuis le début. Et nous espérons qu'avec l'action que nous ferons le 2 juin prochain, parce que c'est la 2e année de notre triste commémoration. Nous en reparlerons tout à l'heure. Tout à fait, justement. Et nous espérons donc que les fruits vont porter comme nous l'attendons. Merci à vous, Patrick, d'être avec nous. Hein. Je rappelle que on a pratiquement passé cette dure épreuve ensemble. Des plateaux, on en a fait plusieurs. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ça, c'était malgré nous. On n'a pas demandé à être des stars de télévision. Vous savez, cette cause que nous défendons, il faut bien la porter au vu de tout le monde. Il faut bien des supports pour que tout le monde voit exactement l'injustice que nous avons subie. Et ce n'est qu'à travers des médias comme les vôtres que nous pouvons justement faire savoir exactement ce qui se passe, et pour éviter à ce que des personnes revivent les mêmes choses que nous avons vécues. Merci beaucoup à vous, Patrick. Je tiens à rappeler que l'initiative est celle de Dikalo TV. Merci à la direction de cette jeune télévision et à tout son personnel dévolu et qui a résolument choisi de mettre sur la table du débat cette problématique 2 ans après pour justement comprendre et savoir que sont devenues les populations, où en est l'affaire et qu'est-ce qu'on peut en retenir aujourd'hui. Doit-on pouvoir continuer le débat autour de cette question? On en parlera dans le cadre de cette émission. Il y a un autre acteur qui va nous accompagner ce soir. Hein. C'est aussi une victime. Hein. J'aime bien à l'appeler papa parce qu'il en est un et il est le visage, j'ai envie de le dire, le visage qui a fait le tour des médias du Cameroun, le tour de la toile, agenouillé à même le sol alors qu'on détruisait ses maisons, les maisons de ses voisins, les maisons de ses frères et sœurs ici à Dikalo. Et je précise que pour cette occasion spéciale et ce plateau spécial, nous sommes à un jet de pierre du site qui a été détruit. Lui, c'est Charles-Henri Mokouré qui nous accompagne ce soir. Charles, bonsoir. Je sais que c'est encore très frais dans la mémoire, mais bonsoir et merci d'avoir accepté de nous accompagner ce soir. Bonsoir Frédéric, bonsoir Dikalo TV et bonsoir aussi à tous les panélistes. Bonsoir aussi à ceux qui, de près ou de loin, ont confectionné ce jour qui soit vraiment effectif.
Oui, Frédéric, c'est encore hier. Mais ouais, les blessures ne sont pas cicatrisées. C'est encore hier, mais c'est aujourd'hui. Ici, je représente cette communauté qui a été privée de ses droits. Cette communauté qui a été jetée dans la rue sans état d'âme. Cette communauté qui pleure jusqu'à ce jour. Le 2 juin, c'est dans quelques jours. C'est un appel qu'on lance à tous les Camerounais, non seulement les Sawa, parce qu'il y en a certains qui ont compati avec nous et qui ont crié au scandale. Pourquoi le faire à ceux-là? Sont-ils des Camerounais ou pas? Ont-ils raison d'y être ou pas? Nous sommes dans la rue jusqu'à ce jour. Merci Frédéric. Merci Dicolo TV. Tout à l'heure, je reviendrai sur ces fêtes qui sont vraiment des fêtes poignantes. Nous parlerons de cela tout à l'heure, hein, Charles. Je sais que l'émotion reste forte, l'émotion reste vive. Vous l'avez entendu, chers amis téléspectateurs du Cameroun et même du monde, puisque Dicalo TV est sur le web. Et sur le web, c'est tout le monde entier qui peut nous regarder à l'instant T pendant que nous faisons ce programme. Un autre qui avait pris fait et cause et qui est d'ailleurs au cœur des problématiques foncières, au cœur des scandales, des déguerpissements, des démolissements ou des démolitions dans la ville de Douala et même au-delà. Lui, c'est un acteur de la société civile, il est juriste, hein, il est avec nous ce soir, il est par ailleurs expert foncier. Georges Syriac, ça vient. Bonsoir Georges. Bonsoir Frédéric, bonsoir au panel et bonsoir aux nombreux millions de téléspectateurs de Dicalo TV. Il faut dire que c'est avec un sentiment mitigé que j'ai déféré à cette invitation. Pourquoi mitigé? Parce que partagé entre les souvenirs d'un feuilleton presque alarmant, mais également partagé par les signes d'un espoir qui se dessine à l'horizon et donc justement le développement ici va nous permettre d'embrayer pour naturellement rassurer à notre niveau non seulement les victimes, les sinistrés, mais rassurer l'ensemble de la communauté et l'ensemble justement des Camerounais de ce que le Cameroun est un état de droit. Le droit a commencé à être dit et nous sommes convaincus que le droit sera dit et que justement les populations dans le cadre de l'affaire Dicolo, ça ne sera qu'un triste et vieux souvenir. Triste vieux souvenir, c'est un espoir vif que nous voulons pour les populations de Dicolo. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens, il y a 2 ans, lorsque nous faisions les premiers plateaux avec Patrick, avec l'honorable Marlise Douala-Belle, Charles-Henri et même Georges sur ce plateau, on a fait pas mal de plateaux là-dessus. On espérait voir le dénouement très rapide de cette affaire. Malheureusement, le temps n'est peut-être pas parfois le temps des hommes, mais on aura à en parler ce soir. Mesdames, Messieurs, vous qui nous regardez ce soir, merci d'être du rendez-vous. Je rappelle que nous sommes en direct de Dicalo TV au quartier Bali, à un jet de pierre du site sinistré, du site détruit de Dicolo, pour justement commémorer ces démolitions, ce triste jour pour ces populations du quartier Dicolo à Bali. On aura le temps de parler, mais permettez-nous, avec bien évidemment la technique, de revenir dans un petit reportage de près de 8 minutes, 10 minutes par là, autour de cette problématique de Dicolo Gate, comme on l'avait appelé. Un reportage de 5 minutes autour donc de ce Dicolo Gate. Ce sera en images et c'est tout de suite. 14 mai 2022, sur leur terre d'origine, au prétexte d'une BIP dont l'opportunité et les contours laissent dubitatifs plus d'un observateur, les victimes de Dicolo semblent abandonnées à elles-mêmes 1 an après cette forfaiture. On avait une vie normale, comme tout le monde, c'est-à-dire avoir une maison, avoir déjà fait toutes 17 maisons, avoir une famille, avoir des enfants, des femmes, des consorts. Donc on était bien, c'est sûr. Mais un beau matin, ils sont venus, ils ont déguerpi sans toutefois, franchement, nous prouver
un moyen de pouvoir nous recaser. Donc depuis cette date, on est comme ça dehors. Cette terre où on est venu chasser, je dis bousculer, écraser les maisons des autochtones avec des titres fonciers. Nous sommes basés ici depuis des siècles. Ici, c'est voilà. Un drame qui a créé une onde de choc et une vague de sentiments d'humiliation, d'injustice et de frustration au sein de l'opinion nationale et internationale. Les multiples mobilisations de la communauté Sawa, ainsi que la levée des boucliers qui s'en est suivie dans la presse nationale et internationale, ont eu pour conséquence l'arrêt des travaux de l'hôtel Marriott sur le site et la création d'une commission mixte destinée à apporter un éclairage sur cette affaire. Une commission mise en place par le gouverneur de la région du littoral sur instruction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et qui a suscité en son temps beaucoup d'espoir. Seulement, un an après, l'on est en droit de s'interroger sur l'arbitrage ou alors la décision toujours attendue de la plus haute autorité en vue de réparer le traumatisme et les dommages subis. Beaucoup squattent les gens. Je dois regarder qu'on le prend, on le sur tel. Pour 1 ou 2 mois, après on commence à dire que par gars, il a dit que tu as tracé, tu as séché là-bas, on ne sèche pas la boue là-bas, c'est pas bon. Il faut que tu enlèves. Ou alors, dès que tu viens, tu enlèves les chaussures au sort de la porte pour entrer, pour passer à la maison. On dit que non, c'est pas bon ce que tu fais là. Juste pour nous faire comprendre que tu n'es plus. Hein? Tu es la bienvenue ici. Donc, il y en a comme ça qui vivent ça. Une attente trop longue pour les victimes, dont au moins une dizaine est déjà passée de vie à trépas. Beaucoup parmi nous ne sont pas en train de tenir. Malheureusement, beaucoup ne tiennent pas. On a déjà 9 cas de décès prématurés dus à cette casse. Et que dire du site de Dikolo Bali, qui depuis les casses a des allures d'une brousse perdue en plein cœur de Bonanjo? Comment expliquer l'abandon et l'oubli dont font l'objet les victimes quand on sait que plusieurs familles sont aujourd'hui disloquées avec des enfants non scolarisés? C'est très difficile, c'est de ne pas avoir ses enfants à ses côtés, sa femme et tout ça, c'est pas facile. Qu'en est-il du suivi et de l'accompagnement des autorités administratives? Il y a eu la rentrée scolaire, on n'a aucun soutien de l'État, aucun. Nous sommes abandonnés. Je suis ici, il n'y a personne qui est venu voir ici. Personne. Combien de morts faut-il encore pour que justice soit enfin rendue aux déguerpis de Dikolo Bali? Combien d'actions faudra-t-il encore pour faire entendre le cri de détresse de toute une communauté? Autant de questions qui restent sans réponse. En tout cas, le recueillement du 14 mai dernier démontre à suffire qu'un an après, les Camerounais n'oublient pas et tous les regards sont à présent tournés vers son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Je demande au président que ce qui a été fait ici, ça peut être corrigé, c'est corrigeable, c'est même facile à corriger. On peut aussi créer une ligne peut-être de 0,7 pour les populations de Dikolo pour nous permettre de rebâtir nos maisons et de ramener les familles, de nous reconstituer. Nous revenons sur le plateau de Dikalo TV, ici au quartier Bali, à un jet de pierre du site sinistré, le site qui a été démoli justement à raison, nous avait-on dit en ce temps-là, de l'érection, la construction de l'hôtel Marriott, hôtel 5 étoiles, en plein cœur du quartier Bali. Une construction qui avait justement conduit à la mise en place d'un décret ou la prise d'un décret d'utilité publique sur le site de Dikolo Bali. On va donc revenir sur le plateau, pardon, avec nos invités. Permettez que je commence avec le doyen d'âge sur ce plateau. Charles, lorsque vous regardez ces images qui viennent d'être diffusées, votre micro s'il vous plaît, certainement
Vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, l'émotion reste vive, les plaies sont encore ouvertes, mais on peut se dire quand même que 2 ans après, les choses ont évolué. Merci Frédéric. Les choses ont évolué pour certaines personnes qui sont de l'extérieur. Mais pour nous-mêmes les victimes, il n'y a pas eu d'évolution. Quelle est la situation du site à l'heure où nous parlons? On est à un 0 pas, à un jet de pierre. Si nous sortons d'ici et que nous traversons la route, nous sommes sur le site qui a été sinistré. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le site reste vierge? Est-ce que le site est occupé? Qu'est-ce qu'il en est? Oui, le site n'est pas occupé. Ce site dont vous parlez là tout de suite, là, à cet instant présent, c'est chez moi. C'est chez moi. Ce site a été détruit littéralement ce 14 matin, où personne ne s'y attendait. Et surtout, quand on nous a appris cela, nous avons attendu plutôt la descente de l'administration sur le lieu, le 16. Mais par anticipation, j'ai été tout simplement surpris par certaines personnes qui maîtrisent le droit, des énarques de l'ENAM, qui se sont permis, sans état d'âme, de détruire les citoyens camerounais. Chez eux, ce site qui porte l'histoire du Cameroun, ce site où Rodolphe Douala Mangabel rentre au Cameroun, même sa maison aussi a été détruite. Dikolo, cette source mystique, a aussi été détruite. Qu'est-ce qui nous reste? Si Rodolphe Douala Manga, on l'a toujours considéré comme un héros, malheureusement, une fois de plus, on a tué Douala Manga et l'histoire du Cameroun. Oui, Frédéric, quand tu me poses cette question, qu'en est-il, que sont-ils devenus? Ces hommes, ces femmes, ces enfants, ils sont dans la rue. Ils sont dans la rue et nous avons, dans notre silence, dans notre désarroi, dans notre désespoir, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, il y a un moment dans la vie entièrement malheureux où le découragement et le doute sont si complets qu'on ne peut plus se baisser pour ramasser la planche du salut. Nous en sommes là aujourd'hui. Quand tu me parles de 2 ans après, y a-t-il espoir? Je ferme vraiment cette parenthèse en attendant. On reviendra sur l'espoir. Restons avec les victimes avant d'aller voir l'acteur politique. Patrick, 2 ans se sont quand même écoulés. On imagine que même si les blessures ne sont pas encore refermées, vous vous dites c'est une étape de la vie, mais il faut avancer. Oui, Frédéric, c'est difficile de dire ça aussi facilement parce que la situation est vraiment dramatique pour nous les victimes. Il faut te rappeler qu'avant les casses de Dikolo, nous avons crié très haut que nous ne sommes pas concernés par le décret du Premier ministre. Pourquoi vous n'étiez pas concernés par le décret d'expropriation du Premier ministre et le décret d'utilité publique que le Premier ministre, chef du gouvernement, avait signé en son temps? Oui, déjà parce que ce décret n'était pas fonctionnel. Il était truffé de vices, de forme et même de fond. Nous l'avons décrié déjà. Il faut dire que le site en question, Dikolo, et notamment le titre foncier numéro 750 qui était cité dans ce décret, ne se trouvait pas à Dikolo, encore moins à Bali. Ce titre foncier, on l'a toujours dit, il se trouve à Deido et personne ne nous a écoutés. Vous savez, les administratifs ont toute la documentation nécessaire pour essayer de vérifier, pour contrôler et pour avoir le recul nécessaire avant d'agir. Mais ici, on sent très bien que c'était une volonté de faire un passage en force. Nous avons donc subi le 14 mai 2022 le drame que nous avons, qui nous a touchés au plus profond de nos cœurs, de nos âmes. Les familles de Dikolo sont éparpillées aujourd'hui. Et il faut le dire, nous n'avons reçu aucun soutien, je dis bien aucun soutien venant d'une administration de la ville déjà,
et même nationale. Nous avons été jetés dans la rue comme des, on va dire, des moutons. Mais vous avez perçu pour certains de vos voisins ou alors habitants de Dikolo, il y en a qui ont perçu des fonds leur permettant de pouvoir se relocaliser à raison de la construction de l'hôtel Marriott. C'est un hôtel international 5 étoiles. Non, je m'inscris en faux là-dessus. Aucun propriétaire n'a reçu quoi que ce soit. Nous avons vu des documents en circulation que nous avons retrouvés dans un service déconcentré de la ville de Douala où des personnes résidentes à Dikolo ont émargé, pour certains avoir pris 1 million, 2 millions, 3 millions pour aller être relocalisés et donnant leur accord pour les destructions. Oui, c'était là une volonté manifeste de justifier justement la bavure qui a été commise par le prophète de l'époque, voilà, M. Benjamin Boutou, en complicité avec M. Olivier Chinwako. Déjà, c'est l'État qui, normalement, déguerpit les populations, et non M. Olivier Chinwako. Alors, il a pris sur lui, n'est-ce pas, de donner ce qu'il a appelé le transport à certaines populations. Et il faut dire que parmi tous ceux qui sont allés toucher le moindre radis, il n'y avait aucun propriétaire. Il faut bien le noter, il n'y avait aucun propriétaire. Qu'est-ce que vous appelez il n'y avait aucun propriétaire? Ça veut dire que on a vu un document dans lequel il est mentionné frais de relocalisation des propriétaires du site de Dikolo. C'est un document que j'ai personnellement vu. Oui, justement, c'était de la poudre aux yeux. Il faut voir les signataires. Quand vous regardez la liste des signataires, il n'y a aucun propriétaire de Dikolo. Vous savez, Dikolo, les propriétaires de Dikolo, on se connaît très bien. Nous sommes dotés de nos titres fonciers. Et il y en a combien de propriétaires? Nous avons 21 titres fonciers bien répertoriés à Dikolo. 21 titres fonciers, ça fait 21 familles. Alors, je vous dis bien, aucun membre d'aucune de ces familles n'a touché un seul franc venant du préfet ou alors de M. Olivier Chinwako. Ceux qui y sont allés avaient certainement intérêt à y aller parce que autour c'était des locataires et puis aussi des gens qui... Mais c'est trop facile de dire que ce n'était que des locataires qui iraient ou alors qui prendraient cet argent de M. Olivier Chinwako ou de quiconque d'autre. Oui, mais nous les propriétaires, pourquoi le prendrait-on? Pourquoi le prendrait-on? Je vous retrouve la question. On n'avait aucun intérêt à le faire. Parce qu'en réalité, notre revendication était autre. Nous ne demandions pas à être, comment je vais dire, à nous donner de l'argent de transport pour transporter nos effets et aller s'installer où que ce soit. Non, on n'attendait pas ça de lui. Déjà, il faut dire que nous avons eu affaire à un usurpateur. Et l'avenir, justement, nous a prouvé que c'était un vrai usurpateur. Il a passé son temps, justement, à être très arrogant et à être sûr de son coup. Vous savez, lorsque nous sommes dans un environnement où l'administration copule avec des hommes d'affaires pas très sains, voilà ce que ça crée. Nous sommes dans une situation où Dikolo a été marqué depuis très longtemps par cet individu qui est venu avec différents projets. Remarquez bien qu'au départ, il est venu avec un projet d'un hôtel, c'était je crois Hilton à l'époque. Et après, il est venu quand il a été débouté, parce qu'il faut dire qu'il y a eu 3 DUP qui ont été annulés à Dikolo, n'oubliez pas ça. Cet acharnement donc sur cette terre de Dikolo, nous l'avons fait savoir à tout le monde que nous sommes harcelés, c'était du harcèlement. Personne n'a bougé le moindre petit doigt pour nous aider là-dessus et pour nous écouter jusqu'à ce que nous subissions les casses du 14 mai 2022. Vous savez, alors, lorsque vous posez ce genre de questions, nous, au fond de nous, ça nous choque un peu parce que vous imaginez bien que... permettre à ce que les téléspectateurs puissent comprendre et les replacer dans le contexte. Voilà, vous imaginez bien que nos terres à Dikolo, dans la Mercuriale, on avoisine les 800 000 mètres carrés. Et maintenant, dans le gré à gré, ça peut aller dans le 1 500 000 le mètre carré. Et que nous commencions à accepter
d'accord, des résidus comme le million ou les 500 000 que M. Olivier Chinoako donnait à des malheureux qui venaient, des squatteurs ou alors des locataires qui n'avaient rien à perdre. Alors là, moi je peux considérer ça comme une insulte aux victimes. Non, je vous le garantis, aucune des victimes n'est allée toucher le moindre franc de Olivier Chinoako. Aucune victime. Ou alors vous faites la question qu'aucune des familles propriétaires. Aucune des familles propriétaires. Parce que oui, bien sûr, aucune des familles propriétaires. Parce que les vraies victimes, c'est les familles propriétaires. Soyons logiques. D'accord. Voilà. Alors, honorable Marlys Doualabel, nous avons, je vais le rappeler aussi sur ce plateau, un juriste et expert foncier qui aura à se prononcer. Honorable, le choc psychologique reste 2 ans après. Mais pourtant, on a bien envie de se dire, ces populations, même si elles sont toujours à la belle toile, pour certaines, même si elles essaient de squatter ça et là, chez des cousins, chez des oncles, chez des tantes, chez leurs propres enfants, il y a quand même que le choc psychologique reste plus fort que jamais. Mais pourquoi ce choc psychologique doit pouvoir rester? Je rappelle que vous avez quand même cette casquette aussi de psychologue. Merci Frédéric. Avec ta permission, je vais dire à Monsieur Moudissa qu'en 2015, j'étais député de la Nation et j'ai été saisi par un collectif de Dikolo qui, justement, sous la menace de déguerpissement, était venu vers moi pensant que, bon, je représente quand même le peuple du Cameroun à l'Assemblée nationale et que je devrais pouvoir me préoccuper de leur situation. Effectivement, j'ai pris le dossier et j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai rencontré les autorités de la région et de la ville qui m'ont rassuré que cette histoire n'ira nulle part. Donc je voudrais juste qu'ils corrigent parce que je ne fais pas partie de ces personnalités politiques qui fuient leurs responsabilités. Et voilà, ça c'était une petite mise au point. Deuxièmement, oui, tout à fait. Voilà. Voilà. Et tu sais pourquoi les autochtones ne sont pas venus me voir, parce qu'eux, ils ne se sentaient pas menacés. Ils se disaient, mon Dieu, mais... Je comprends la réaction de... Oui. Ça fait 2 ans. Voilà, je comprends sa réaction parce que justement, elle s'est sentie touchée. Quand j'ai dit que personne n'a osé lever le moindre petit doigt. Mais en réalité, j'étais sur une autre dimension. D'accord, on a voilà, c'était pas... Voilà, effectivement. On fait la paix, on fait la paix. La paix des braves et la paix des cœurs. Tout à fait. D'accord. Je voulais aussi profiter, Frédéric, vraiment, laisse-moi le temps de le dire. Merci et merci à Dikalo TV, à LTM, où tu as porté de ta voix cette préoccupation pratiquement hebdomadairement, sinon 2 fois. C'est une époque lointaine maintenant. Comment? C'est une époque qui remonte. Oui, non, mais à ce moment-là, c'était important que les gens sachent ce qui se passait. Parce que pour beaucoup de gens, bon, ils ont appris qu'on a cassé à Dikolo, mais n'eût été les documentaires, les débats organisés par LTM, et j'ai dit, tu y as joué un rôle extraordinaire. Vraiment, merci. Frédéric. Bon, les autres médias aussi ont essayé à leur manière de soutenir la cause. Donc, nous disons merci à tous ceux qui nous ont aidés. Nous pleurons toujours notre sœur, Maître Ebongué, qui a été tellement choquée et qui a porté ce dossier avec toute la hargne qu'une lionne peut déployer dans ces circonstances. Évidemment, nous pleurons tous ceux qui nous ont quittés suite au traumatisme qu'ils ont vécu. Maintenant, je pense qu'ils ne peuvent pas faire le deuil maintenant. Ils ne peuvent pas faire le deuil parce que c'est un peu comme quelqu'un qui perd un membre de sa famille qui est mort noyé et on ne retrouve pas le corps. C'est très difficile de faire le deuil dans ces conditions-là. Tant qu'ils n'auront pas vu le début de commencement d'une réponse, il leur sera très difficile de faire le deuil. Pourquoi? Parce que, regardez en français, la maison, la demeure, le refuge, le repère, le foyer. Quand on dit toutes ces choses-là, ça n'indique pas seulement
un lieu géographique ou alors des parpaings et des tôles. Ça fait aussi appel à quelque chose de plus profond et encore mieux exprimé dans notre langue douala, qu'on appelle Munoko, Mboa, Ewele, Mboa. Il y a toute une dimension émotionnelle, psychologique, qui est liée à ce qui fait notre protection. Quand on vous poursuit dans la rue, votre désir, c'est de courir rapidement pour retrouver votre maison, le lieu où vous allez vous sentir le plus en sécurité possible. C'est votre village, effectivement, mais en dernier ressort, c'est votre maison et si possible votre chambre, autour de vos enfants, autour de vos épouses ou votre épouse, autour de vos parents. Donc il y a quelque chose est brisé, quelque chose qu'on ne pourra jamais réparer. Quel que soit ce qui va se passer par la suite, il y aura des résolutions, il y aura des comment dirais-je, des réparations, mais ces réparations ne répareront pas ce qui a été brisé en chacune de ces personnes. Donc c'est pour dire que c'est une situation extrêmement grave, extrêmement pénible. Et je leur dis aussi félicitations parce que malgré toute cette souffrance, ils n'ont pas posé d'actes malheureux. Ils ont essayé d'être résilients et d'espérer que l'État du Cameroun reste la vraie et la bonne réponse. Jean Syriac, je rappelle également à nos téléspectateurs qui nous suivent au Cameroun et à l'international que nous sommes en direct de Dikalo TV qui pour l'occasion a reçu l'accompagnement du restaurant La Fringale à Bali Dikolo. Nous sommes bien installés dans l'un de ces espaces et ici au quotidien on mange à midi comme le soir. Nous excusons auprès des habitués de ce site parce que nous avons occupé un espace où très souvent on voit les hommes et les femmes et même des familles entières venir se régaler. Merci quand même au restaurant La Fringale qui nous fait l'hospitalité de nous laisser cet espace pour cet échange. Alors, Jean Syriac, ces populations de Dikolo ont été déguerpies. On a entendu tout à l'heure Moudissa Patrick nous le dire. Elles n'auraient pas dû être détruites, mais malheureusement, elles ont été. Elles sont aujourd'hui des victimes. Vous qui aimez porter la voix des victimes, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, 2 ans après, une affaire comme celle-ci, de Dikaloquette, comme on a fini par l'appeler, cette affaire de terrain qui n'aurait pas dû être convoitée, qui n'aurait peut-être pas dû être mise à disposition par les subterfuges qui ont été ceux des personnes qui les ont finalement acquises, qui auraient dû rester les terrains de ces populations, mais qui finalement ont été octroyés à d'autres personnes. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, lorsque vous faisiez la présentation, le sentiment il est partagé. Il est partagé parce que justement on replonge dans l'horreur du film, de cette journée du 14 qui a duré une éternité pour les victimes. Mais l'espoir étant de mise, je dis, moi je vois l'espoir et je vois l'avenir à Dieu parce que nous sommes dans un état de droit et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse pour naturellement rappeler aux nombreux téléspectateurs ou alors à l'ensemble de l'opinion publique parce que il se développe une expression que nous voyons, que nous lisons ou alors que nous entendons que nous entendons sur les lèvres de la plupart de nos compatriotes. L'État est un monstre froid. Non, dire que l'État est un monstre froid relève d'une époque préhistorique parce que depuis l'arrêt Blanco ou alors depuis l'avènement de la civilisation, de la République, de la citoyenneté, l'État a cessé d'être ce monstre froid qu'on présente à tort à travers pour justifier un certain nombre de dérives de ses agents. Donc l'État est un médiateur, l'État est un régulateur. Et parce qu'il en est ainsi, c'est pourquoi
Lorsque cette affaire s'est produite, nous allons revenir justement sur les contours juridiques de l'affaire, mais lorsque cette affaire s'est produite, c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'elle ne se produise pas, au regard justement des éléments évoqués par M. Patrick Moudissa, où l'État a été saisi. Mais compte tenu de l'enjeu du site, il faut peut-être que les populations finissent par comprendre que pendant qu'elles se battaient de leur côté, les forces qui avaient tout intérêt à occuper ce site se battaient également, et peut-être ils avaient un haut lieu, ou alors dans certaines officines, ils avaient la force de l'argument en lieu et place de la force du droit. Donc l'État, dont régulateur, médiateur, l'État interventionniste, quelques jours après, a suspendu les travaux sur ce site. C'était là, je crois, le 28 ou le 29 mai. Cela prouve que l'État, et moi à ce niveau j'ai dit, l'État n'est pas ce monstre froid qu'on croit. Alors il a suspendu les travaux. Après avoir suspendu les travaux, qui avait autorisé le déguerpissement manu militari des populations. Donc on peut, oui, c'est pourquoi je dis qu'on aille dans le sens de état froid. Cela reste encore à justifier et à prouver que c'est l'État qui a autorisé, parce que l'État ne peut pas avoir autorisé et quelques jours après il se résigne. Non, je crois qu'il y a eu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que des personnes se servent de la posture que leur donne la fonction régalienne de l'État pour parfois agir contre l'État. Et c'est pourquoi quand je parlais du fait de réduire ou alors d'enlever de nos expressions l'État est un monstre froid, c'était pour illustrer un exemple concret selon lequel l'État, qui n'est pas ce monstre froid, a un tribunal administratif qui est chargé de juger ses actes, chargé de juger ses actions. Et fort de cette analyse, les populations, malgré les fautes qu'elles ont subies, elles ont saisi le juge de l'État, qui en premier ressort, je crois, au tribunal administratif du littoral, les a donné raison, justement sous réserve des procédures d'appel qui renvoient les parties au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il faut dire que l'État a compris, peut-être tard, ça on peut vraiment le déplorer. Il a compris tard, malgré les alertes, malgré tout ce qui a été mis en œuvre pour que justement ce pire n'arrive pas. Mais nous restons confiants que les choses vont s'arranger au regard de la tenue, non seulement de la suspension qu'avait pris monsieur le gouverneur en son temps, et de la décision favorable qui a été rendue par le tribunal administratif. Je crois que peut-être quand vous allez nous relancer, on reviendra sur les procédures qui ont émaillé cette affaire. Alors je rappelle que quelques jours après le début, ou alors l'opération de casse et de démolition du quartier d'Ikolo à Bali, le gouverneur de la région littorale, Samuel Dieudonné Ivara-Desbois, toujours en activité, avait alors décidé de l'arrêt de tous travaux sur le site. Alors, Charles, tu vas permettre que j'aille d'abord voir avec Moudissa. Je reviens à toi. Où est-ce qu'on en est? La commission avait-elle permis justement qu'on puisse voir plus clair autour de l'affaire d'Ikolo? Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur ce plateau, il y a tout ce monde faisait partie de cette commission. Dans l'honorable Marlise Doualabel en faisait partie. Il y a Syriac aussi qui en faisait partie. Et il y a M. Charles Moukouri et moi-même. Nous en faisions partie. Alors, cette commission ad hoc créée par le gouverneur avait 3 pôles. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'occupait de tout ce qui était le côté foncier, et une partie qui s'occupait du côté matériel, et une autre partie qui s'occupait du côté immatériel. Nous avons donc fait les constats nécessaires sur ces 3 points-là, sur ces 3 étapes, sur ces 3 volets. Ce qui fait que toutes les conclusions de ces 3 pôles amenaient sur un seul point, c'est que les abus étaient énormes. Il y a eu des abus à tous les niveaux, que ce soit au niveau des procédures. D'ailleurs, il faut dire que tout a été fait, la DUP qui a été promulguée à Dikolo a été faite sans aucune commission d'évaluation
avec descente sur le terrain de tous les acteurs qui normalement devraient en faire partie. Patrick, Alors tu sais que c'est un maintenant, dossier que je connais parfaitement. voilà, maintenant mais vous savez également qu'on avait, même si peut-être, hein, en ce temps-là, on avait brandi une commission d'évaluation des habitations qui avait été faite, qui était descendue sur le terrain, mais qui avait été contestée plutôt par les populations. Oui, et surtout le roi Ben n'y avait pas été invité et il a clamé, il a fait d'ailleurs un courrier là-dessus qu'il a adressé au préfet et en lui disant qu'il ne reconnaissait pas cette commission. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu de commission qui soit descendue en même temps. On peut dire qu'il y a une commission, mais elle n'était peut-être pas régulière. Elle n'était pas régulière. Okay. Tout était d'ailleurs irrégulier dans cette procédure-là. Tout. Il n'y a rien qui était régulier. Dès que vous faites un pas, vous tombez sur une irrégularité, ça c'est clair. Alors la commission dont je parlais donc a pondu ses conclusions qui ont été transmises au gouverneur qui justement, tel qu'on nous a dit, je crois que tout le monde peut le témoigner ici, on va le remettre à acquis de droit. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons jamais su qui c'était acquis de droit, mais nous supposons, que il s'agit du président de la République. Voilà. Et jusque-là, ce que nous attendions de cette commission, nous ne l'avons pas eu. Mais par contre, il y a eu des évolutions à travers les autres procédures que nous avons entamées, notamment les recours au tribunal administratif qui ont donné ce que vous savez, c'est-à-dire que le tribunal a carrément cassé la DUP et a proclamé clairement que les terres de Dikolo appartiennent à leurs habitants. Aujourd'hui donc, voilà, 2 ans après, nous en sommes là. Et puisque les terres nous appartiennent, lorsque, avant le 14 mai 2022, on sait très bien que Dikolo, c'était un fleuron de l'économie. Parce qu'avec toutes les bâtisses et tous les commerces, tous les bâtiments locatifs qu'avaient les propriétaires, c'était quand même un pôle qui générait un certain chiffre d'affaires mensuel, disons-le, même annuel. Et aujourd'hui, donc, on nous dit, ok, ces terres vous appartiennent, vous pouvez y repartir, mais comment on va repartir sans maison? Et qui va réparer tout ça? La phase où nous sommes donc aujourd'hui, c'est cette phase où nous disons, 2 ans après, trop c'est trop. Il faut arrêter et remettez-nous, donnez-nous les moyens de reconstruire nos maisons et puis réparer le préjudice que vous avez posé. Alors, Charles, est-ce que vous avez bénéficié du soutien des pouvoirs publics pendant cette période? Permettez-moi de l'appeler de vache maigre, ça se trouve dans la Bible, la période des vaches maigres. Est-ce que vous avez vu les pouvoirs publics être à côté de vous, vous accompagner, vous tenant par la main, à vous caressant un peu dans le sens du poil, comme ferait une maman qui vient de taper son enfant? Je t'ai tapé certes, mais ne pleure pas beaucoup. Frédéric, je suis surpris. Je m'inscris en faux. Surtout que vous êtes un homme de médias et vous connaissez bien cette histoire de Dikolo. Pour vous dire, il y a un proverbe douala qui dit la personne qui a d'ailleurs indiqué que là, c'est une poubelle. Cette personne est des nôtres. Mais alors, Frédéric, il y a eu cette commission ad hoc. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais je tire ma révérence et mon respect à son honorable qui, ma foi, quelquefois j'ai dit, où va-t-elle cette Jeanne d'Arc? Son obédience, c'est où donc? Au lieu de la protéger, elle s'est mise avec nous. J'ai cru fortement en la présence du ministère des Affaires sociales. Hélas, j'ai cru aux ONG qui se prennent vraiment comme des personnes morales, sensibles par rapport à ce que le peuple, les habitants de Dikolo ont subi. Mais la raison d'État, mon jeune frère Syriac tout à l'heure, il a parlé du droit de l'État, du droit foncier, certes, mais alors, on a cru à un certain moment que
Nous sommes dans un état de droit où chaque petit citoyen a droit au respect. Mais nous voici aujourd'hui. Nous sommes sans histoire. Nous sommes sans passé. Nous sommes sans avenir et sans devenir. C'est un cri de détresse que vous m'avez vu ce jour-là à genoux, les bras en l'air, où nous avons été délaissés par les nôtres. Commençons par les nôtres. Nous avons entendu appeler les noms de vos parents, Oui. de vos dévanciers, Oui. leur disant, est-ce que vous nous avez abandonnés? Oui. Eh bien, c'est comme ce jour-là. Le Christ l'a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, qui est ce Dieu donc? Ce sont les Sawa. C'est l'Ongondo. Ce sont les chefs traditionnels Sawa qui sont restés indifférents, malgré que le signe avant-coureur leur a été signifié par moi, en leur portant vraiment. Quand vous pointez un doigt accusateur sur les chefs traditionnels, étant porte-voix du Ngondo, ça fait frémir. Non, mais puisque ce jour-là, c'était l'Assemblée Générale d'Ngondo, où on m'a donné la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Et avant, j'ai pris la parole. Et j'ai dit tout ce qui s'est passé avant cette discussion sauvage. Frédéric, sommes-nous des Camerounais ou pas? Tout à l'heure, mon jeune neveu, Patrick nous dit ça. Dikolo Andouala, c'est quoi Dikolo? Dikolo Andouala, c'est quoi? Njololenwate Dikolo Mendelembe. Ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. Sommes-nous vraiment des étrangers sur nos terres? Patrick a parlé tout à l'heure au 21 titres fonciers. Et il y a aussi plus de 40 décès. Les gens qui n'ont pas pu supporter ce coup. Et des jeunes. Et des moins jeunes. Et des vieillards. Et des retraités qui n'ont plus de possibilité pour acheter leurs médicaments parce qu'ils étaient des bailleurs. Allez-y comprendre quelque chose. Mais je suis surpris par l'insensibilité. Frédéric, ce message doit être porté plus loin à ceux de droit. Pourquoi sommes-nous délaissés? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? Mais qui vous a délaissé? Vous vous délaissez vous-même ou alors vous avez tendu la main et vous avez espéré que cette main soit prise? N'a-t-elle pas été prise cette main? Vous avez eu des soutiens à gauche et à droite. Les médias, les acteurs politiques parfois vous ont tendu la main. La chefferie traditionnelle vous a tendu la main. Frédéric, il ne faut pas contourner ce que je dis là. Il ne faut pas faire la politique. Politicien. On nous a tendu la main. Qui donc? C'est vous les médias? N'y aurait été vous, Frédéric? N'y aurait été vous? Faire des investigations pour connaître, pour démasquer ce monsieur dont je peux taire le nom. Non, tout le monde le connaît. Hein? Un usurpateur, qui est-ce qui se cache derrière? À qui profite le crime de Dikolo? À qui profite le crime de Dikolo? Mais comme a dit quelqu'un... C'est que j'ai envie de demander à qui profite finalement le crime de Dikolo? Les maisons détruites, aujourd'hui le site est inoccupé. À qui profite donc finalement le crime? Frédéric, vous voulez vous me chercher les poux dans ma tête? Et là, non. J'ai pas cet honneur. J'ai pas cet honneur, mais tout simplement, je dis ici, sur ce plateau aujourd'hui, que nous attendons, que nos cris ce soir, au travers de Dikolo TV, au travers de vous-même, et Sylvia qui est là, que nous prenons à témoin. Vous m'avez suivi tout à l'heure, j'ai dit, mais cette Jeanne d'Arc-là, Madame Douala-Belle, jusqu'où ira-t-elle? Pour qui? Pour quel intérêt? Non, elle s'est dit, mais non, il y a quelque chose qui cloche. Je vais jusqu'au bout avec eux. D'accord. Merci. Honorable Alice Douala-Belle, on se serait attendu à ce que vous restiez insensible, militante du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et on se souvient en ce temps-là que les populations de Dikolo, victimes ou non, avaient pointé un doigt accusateur au parti dans lequel vous appartenez, puisque la plupart des acteurs administratifs qui étaient, semble-t-il, impliqués dans cette affaire sont
militant de votre formation politique. Mais au-delà de ces accusations qui avaient été frontalement portées sur votre formation politique, vous avez entendu, il n'y a pas eu la main protectrice ou la main aidante des pouvoirs publics face au sinistre que vivaient les populations de Dikolo. Pourquoi? Alors, d'abord, je suis très ému et flatté par le portrait que vient de faire mon bel oncle. En fait, je pense que les hommes et les femmes politiques sont différents les uns les autres selon leur profil, selon leur croyances, selon leur compréhension du rôle de ce que c'est qu'un politique. C'est quoi un homme ou une femme politique? Donc, je pense que c'est juste là. Peut-être que ces camarades ont mené des actions parallèles, souterraines, etc. Mais à côté de ces actions souterraines, je pense en avoir également mené, je pense que le peuple était sensible ou aurait été sensible de voir une expression en présentiel, quoi. Je veux dire, de voir à côté d'eux leurs représentants et leurs frères. Bon, maintenant c'est passé. Je suis du RDPC, tout le monde le sait. Mais je suis une personnalité politique qui pense que ce qui fait la gloire des politiques, c'est justement le peuple. Si vous n'êtes pas avec le peuple, vous ne pouvez pas avoir cette gloire que recherchent les hommes et les femmes politiques, à défaut l'argent que recherchent les hommes et les femmes politiques. Mais je crois que pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques, la gloire, c'est-à-dire la reconnaissance, est plus bénéfique ou alors est plus flatteuse que l'argent. Donc, je regarde tout ce qui s'est passé et que je me rende compte que malgré cette proximité que j'ai affichée aux côtés des populations et de mes parents, le gouverneur et l'administration m'ont quand même coopté pour faire partie de la commission. Ça veut dire que je n'ai pas été condamné d'avoir eu cette attitude politique, de montrer que j'adhère à cette manifestation. Je crois que ces personnes ont raison, que le droit doit être dit et que ces personnes soient réparées. Donc, ils l'ont vu, ils m'ont vu. Cela n'a pas empêché que je sois coopté pour faire partie de la commission. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je crois aussi que nous ne pouvons pas nous reposer tant que l'issue n'est pas connue, tant que les démarches sont en cours, tant que les espoirs sont éveillés. Tout ce que moi je dis autour de moi aux populations, c'est facile à dire quand on n'est pas concerné. Je le leur concède. C'est très facile à dire. Mais avons-nous une autre issue que celle-là? Le gouvernement du Cameroun ou l'État du Cameroun a déjà démontré, peut-être après avoir bien compris qui était Chinois-Co et quelles étaient ses intentions, que le peuple de Dikolo devait rentrer dans son droit. Et ça a été dit par le tribunal administratif. Il fallait être dans la salle ce jour-là. Je n'ai jamais eu autant de bonheur de ma vie d'entendre ce que j'ai entendu comme plaidoirie. Donc, pour moi, jusqu'à présent, je ne peux pas je ne peux pas désespérer de ce que le peuple de Dikolo va entrer dans ses droits. Je peux regretter que, par exemple, le ministère des Affaires sociales ou alors la région n'ait pas été plus présente parce que les collaborateurs du délégué faisaient partie de la commission. Et nous avons élaboré ensemble un plan d'action qui commençait par, le recensement de toutes les personnes affectées, leur contact téléphonique,
pour qu'au moins le matin, on leur demande comment elles vont, ces personnes. Donc, elles ont, les collaboratrices du ministère des Affaires sociales a fait ce travail avec la commission. Donc, nous savons qu'ils ont à jour l'agenda des personnes affectées. Maintenant, qu'est-ce qui a gêné la mise en place d'un soutien, ne serait-ce que au début de l'année scolaire, soutenir les parents pour une rentrée plus, plus honorable. Je ne sais pas. Je crois que c'est normal que les populations s'en inquiètent. Maintenant, il n'est pas tard. Moi, je pense que le ministère est plus précisément... Un appel de cœur voilà, au ministère des Affaires sociales, de ne pas penser qu'il est tard pour faire quelque chose pour ces personnes qui, jusqu'à présent, ont encore besoin du soutien de tout le monde et surtout de ce département dédié à ce type de choses. La vérité aussi, c'est que ce sont des fois des problèmes d'ordre budgétaire qui font que... Là, c'est la députée qui va. Oui, qui font que se déployer financièrement peut ne pas être aisé. Mais au moins, l'empathie aux côtés de ces personnes aurait fait beaucoup de bien. Donc, pour moi, le RDPC, mon parti politique, et les autorités, parce que je ne mets pas les deux dans le même sac, hein. Il y a le parti, et rien ne vous dit que toutes les autorités du département du Vouri sont des militants du RDPC. On est très proche du RDPC. Peut-être proche, mais peut-être pas des militants. Donc, pour l'instant, moi, je continue à dire à mes frères d'envisager maintenant peut-être des, comment dirais-je, des plans, des remediation plans. D'accord? C'est-à-dire, on vous a dit, OK, c'est vos terres, vous êtes chez vous. Maintenant, peut-être qu'en proposant aussi à l'État, voilà, pour avancer, nous, on propose ça. Ok, on va en parler tout à l'heure, hein, mais je voudrais, avec Jean Syriac, évoquer la question de ce fameux hôtel 5 étoiles. On le sait, il y a une DUP qui avait été signée. C'est quoi une DUP? Comment on arrive à une DUP? Aujourd'hui, on n'a plus de DUP, c'est la décision du droit. Mais le fameux projet, il existe toujours ou il est mort? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, mais en même temps, je sais que vous avez fait mener votre propre enquête pour comprendre, pour savoir ce que finalement ce projet hôtelier, entre guillemets, est devenu. Et peut-être pour entrer, je me souviens, moi j'ai fait un tour à Toronto. Après justement, c'était l'année dernière. Et justement, je me suis approché d'un hôtel Marriott, parce que justement, comme ce sont les entreprises Marriott, et effectivement, j'avais posé ce problème. Et j'étais curieux de savoir qu'eux, ils n'ont pas de projet de ce genre au Cameroun, encore plus à d'autres. Bref, mes interlocuteurs étaient complètement perdus. On a passé pratiquement 30 à 40 minutes à s'expliquer, à chercher à comprendre les coups de fil qui allaient de gauche à droite. J'ai même fait je leur ai même montré des sites web et autres. Bref, sur ce côté-là, je peux vous rassurer que d'après les informations que moi j'avais pu recouper de ce côté-là, ils n'avaient pas de projet d'un hôtel Marriott au Cameroun. Mais maintenant, pour ce qui est de la DUP, il faut dire que DUP, c'est l'abréviation de déclaration d'utilité publique. Et elle obéit, en fait, sa mise en œuvre obéit justement aux dispositions de la loi de 85 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et son décret d'application de 87. Alors, comment on fait pour arriver à une déclaration, à une DUP? La procédure est prévue à l'article 1er de la loi de 85, c'est-à-dire que tout organisme, la loi de 85 et son décret d'application, naturellement les articles 1er, tout organisme ou alors tout département ministériel désirant justement obtenir une déclaration d'utilité publique sur un espace doit en faire la demande au ministère en charge des domaines. Ce ministère reçoit cette demande et l'apprécie au regard justement des pièces justificatives qui accompagnent la demande. Avant de continuer, il est important de préciser que les personnes habilitées à demander une DUP, une déclaration d'utilité publique, sont d'abord l'État de façon directe. Ensuite, de façon indirecte, on a les collectivités locales, nous avons les établissements publics, nous avons les concessionnaires de services publics et enfin,
on a les entreprises d'État. Donc, dans le cadre de Dikolo, on a l'impression qu'il s'est agi d'un concessionnaire de services publics. Mais sauf que lorsqu'on fouille, on bêche, on passe la main où elle ne passe et ne repasse, il ne nous souvient nulle part que une entreprise privée ou alors un hôtel soit d'utilité publique, à moins que le droit ait évolué et que nous ne sommes pas actualisés. Mais un hôtel n'a rien d'utilité publique, encore que il s'agit d'une entreprise privée qui va générer des fonds qui entrent dans son patrimoine privé. C'est du business pur et simple. Donc, pour revenir sur la procédure, vous en faites la demande, l'État, le ministère en charge des domaines étudie la demande. Si cette demande est justifiée ou alors si l'État trouve effectivement de la pertinence en termes d'intérêt général, parce que c'est ça le socle de la chose de la déclaration d'utilité publique. Il faut qu'on trouve de l'intérêt général. Il faut que l'action ou alors l'opération qui va être menée sur le site soit d'intérêt général. Et à partir de là, on vous donne ce qu'on appelle cet acte. L'État prend cet acte qui s'appelle la déclaration d'utilité publique. Et l'État a également prévu les mécanismes d'entretien ou alors d'évolution de cette DUP qui doit justement être consensuel. Lorsque vous êtes un concessionnaire de services publics, c'est-à-dire qu'à dehors de l'État qui le fait de façon directe, tous les autres services publics que j'ai énumérés tout à l'heure doivent entrer en négociation avec les propriétaires de l'espace visé. C'est prévu par la loi. Vous entrez en négociation. Mais maintenant, si les négociations sont infructueuses, alors là, et que l'État lui trouve vraiment de la pertinence dans ce projet, il peut recourir à d'autres moyens, mais qui reste quand même un moyen encadré par la loi. Parce que justement, l'expropriation porte sur la propriété privée, telle que prévue par les textes. Donc, il faut donc dire que dans le cadre de cette affaire, pour nous qui avons travaillé là-dessus et pour tous les juristes, même pour ceux qui ne le sont pas, on voit pertinemment et efficacement que les règles de forme et de fond ont été biaisées en la matière. À quel moment l'État a pu apprécier la pertinence et l'intérêt général de la construction d'un hôtel? Comme je vous l'ai dit, hein, le droit il est évolutif. Parce que peut-être c'est nous qui ne sommes pas actualisés. Parce que il ne nous souvient pas qu'un hôtel soit d'utilité publique, à moins que cela soit décidé autrement. Mais je crois que le fait que l'État lui-même ait suspendu les travaux, c'est une réponse forte. C'est un signal fort. Ça démontre à suffisance que l'État a été floué quelque part. Et ça, c'est réel. C'est réel parce que, Frédéric, pour nous qui travaillons sur ces questions, je vous assure, il n'y a pas que Dikolo qui est victime de l'expropriation illégale. Même l'État est souvent victime de l'expropriation indue de ces terres. Même l'État en est victime. Et c'est pourquoi peut-être en termes de solution, peut-être quand nous allons y arriver, nous appelons de tout cœur et de tout vœu cette réforme foncière qui va permettre justement de régler un bon nombre de cas. Donc, il existe dans l'administration des personnes qui, au gré de leurs intérêts, piétinent les règles de droit, piétinent la déontologie, piétinent l'éthique pour justement satisfaire leurs intérêts. Vous vous souvenez de l'allocution de monsieur le gouverneur quand il installait le nouvel entrant. Il a été suffisamment un peu plus clair sur cette question. Il a dit oui, voilà, c'est ça, on peut se faire beaucoup d'argent, mais il y a un revers. Donc, on ne peut pas occulter le fait que beaucoup d'argent de l'État se servent de cette posture pour naturellement faire main basse sur le foncier. On parle de Dikolo, mais récemment encore, on a parlé de 400 000 hectares quelque part. Donc, du côté de Nanga. Donc, vous comprenez, et vous avez vu que l'État a dû réagir finalement, après avoir accepté, mais a dû réagir, a dû se rétracter sur cette procédure. Donc vous comprenez que il y a ce que je décris dans le livre, dont j'espère va paraître un jour, cette pieuvre foncière qui elle est vraiment très présente. Elle fait main basse sur le foncier. Et je crois, pour nous qui avons été à la commission, il avait été dit que ceci n'a pas été choisi au hasard. Et là, on a maintenant peut-être dans la sociologie, parce que on ne peut pas faire le droit sans faire de la sociologie. Dikolo représentait quelque chose d'assez important
Dikolo représentait, comme son nom l'indique, Dikolo représentait un site mythique, historique, emblématique, que peut-être nous, les communs du mortel, ne percevaient pas, mais que certaines autres personnes percevaient, et c'est pourquoi le choix sur ce site. Mais il y a lieu de dire que les règles en matière de déclaration d'utilité publique n'ont pas été respectées dans le cadre de cette affaire. Alors, où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? Patrick nous dit ça 2 ans après. Il y a eu, au-delà de la commission ad hoc mise en place par le gouverneur de la région littorale, des procédures judiciaires. Et lorsqu'on vous entend, on a entendu l'honorable, hein, il y a eu de l'émotion au tribunal administratif de Bonanjo lorsqu'une décision avait été prise en faveur des populations victimes de Dikolo. D'abord, quelle est la décision? Oui, là. Et pourquoi elle ne semble pas véritablement vous donner de sourire et continuer à vous faire pleurer? Oui, il faut dire que l'année dernière, je crois que c'était le 25 mai 2023, nous avons déjà eu une première victoire venant du tribunal administratif qui cassait la DUP et qui nous disait justement que Dikolo appartient à ses propriétaires, qui sont nous, les victimes. 21 familles propriétaires un titre foncier. De titre foncier, tout à fait. Alors, maintenant, en début d'année, je crois que c'était en février 2024, monsieur Olivier Chinoako, qui avait fait aussi un recours, voilà, a été débouté parce que le tribunal a estimé qu'il n'a pas qualité. Il n'a pas qualité de faire un recours que ce soit. Et je crois que c'est ce jour que Tata Marlise a dansé au tribunal parce que justement il fallait écouter un peu, si tu veux Frédéric, la plaidoirie de notre avocat qui c'était magistral. C'était magistral. Je crois que dans les cours de droit, on devrait peut-être projeter ce procès-là. Et voilà, justement, pour démontrer... Et en faire un cas d'école pour les jeunes apprenants de droit. Tout à fait, tout à fait. Parce que en réalité, il a été démontré à la face de tout le monde que il y a des gens qui abusent de leur position. D'accord, de pouvoir pour manipuler. Et comme ils ont les instruments qu'ils peuvent utiliser à ces fins-là, ils y vont sans scrupule. Et donc, aujourd'hui, donc, nous en sommes là. Nous sommes... c'est une avancée ou pas? C'est une grosse avancée. C'est une grande avancée. Et cette avancée, je dirais même qu'elle arrive plus vite que nous ne l'avions espéré. Parce qu'avec toutes les procédures, on sait comment ça se passe souvent avec les procédures au tribunal. On s'est dit, au pire des cas, au mieux des cas, on attendra un résultat dans 5 ans, dans 10 ans. Mais nous avons eu la bonne surprise que déjà 1 an après les casses, nous avons eu cette première victoire. L'année qui a suivi, c'est-à-dire cette année-ci, en début d'année, nous avons encore eu cette deuxième victoire. Et là, la bataille n'est pas finie, elle ne s'arrête pas là. Il faut que tout ce que nous avons subi soit réparé. Qu'on répare le préjudice que nous avons subi et qu'il y ait les différentes réparations qu'il y a à faire sur le site de Dikolo. Et ça, c'est notre prochaine bataille. Et nous voulons, c'est-à-dire que nous avons introduit des recours justement à indemnisation déjà au niveau de la commission ad hoc qui avait été créée par le gouverneur du littoral dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous avons introduit tous nos recours à indemnisation avec toutes les évaluations faites sur les 21 titres fonciers concernés, dont l'État aujourd'hui a en face de lui ce que représente exactement en valeur matérielle, en valeur immatérielle et même en valeur foncière, ce que représentent les dégâts qui ont été commis, sur Dikolo. Et je pense que nous avons quand même bu, d'accord, le vin jusqu'à la lie. Aujourd'hui, 2 ans après, trop c'est trop, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait qu'on passe à l'étape supérieure. Il faut que Dikolo soit aujourd'hui pour tout Camerounais un mauvais souvenir qui devient une belle aventure finalement. Et que nous, les concernés, nous les sinistrés,
nous nous disions, lorsque nous allons regarder nos enfants demain, que nous pensions que nous leur avons donné leur dignité. Parce qu'aujourd'hui, cette dignité-là, on l'a fait perdre à travers tout ce que nous vivons. Vous imaginez que des pères de famille aujourd'hui vivotent, d'accord, qui avaient tout, pourtant, se retrouvent en train de vivoter et de rafistoler leur quotidien à gauche et à droite parce qu'ils ont tout perdu. Ça, ce n'est pas des situations très souhaitables. Vous avez des personnes qui se sont endettées, par exemple, pour construire des édifices et qui leur apportaient de l'argent avec comment je vais dire ça, avec des crédits qui remboursaient tous les mois. Ils ne le font plus depuis ce temps-là. Il y en a qui vivaient de leur loyer parce qu'ils avaient estimé que à la retraite, on va construire un petit local pour gagner un peu d'argent. Il y en a d'autres qui avaient des commerces. Il y a même une imprimerie qui y avait là, à Dikolo. Vous vous rendez compte? Il y a tellement de pertes matérielles que nous avons subies et c'est inestimable. Aujourd'hui donc, il faut que ça s'arrête là. 2 ans après, trop, c'est trop. C'est pour ça que nous avons toujours espoir et que le 2 juin prochain, nous ne cesserons de porter notre voix pour qu'elle soit entendue partout où elle doit. Alors, le qui de droit dont on parlait justement à la commission ad hoc, vraiment que ce qui de droit nous écoute, qui nous entende et qu'il agisse. Alors, vous avez lancé un autre appel à la suite de l'appel lancé par l'honorable en droit déjà des pouvoirs publics, notamment le ministère des Affaires sociales. Vous lancez un autre cri de cœur à l'endroit de qui de droit. Je ne sais pas qui est qui de droit, mais on va pour l'instant aller vers Charles-Henri, qui est notre doyen de ce plateau. Charles-Henri, vous avez une décision de justice avec vous, mais pourquoi vous n'allez pas occuper vos terres? Allez occuper vos terres. Frédéric, une fois de plus, tu me cherches. Je ne vous cherche. Frédéric, nous avons été dans le combat depuis le début. Oui, merci. Maintenant, je vous demande, Frédéric, vous avez une décision du tribunal administratif qui dit oui, on reconnaît que ce sont vos terres, mais allez occuper vos terres. Frédéric, dois-je être compris? Dois-je être condamné parce que je n'ai pas été compris? Frédéric, je fais le Salamalek. J'ai pris ma retraite anticipée à la veille de mes 49 ans. Je suis technicien supérieur en télécom. Mon épouse, il y a 3 ans, elle a pris sa retraite et elle a bâti un duplex. J'avais 3 bureaux en location, j'avais 2 meublés et 2 maisons d'habitation. Un samedi matin du 14 mai, avec tout son contenu, tous ses contenus, j'ai tout perdu. On dit souvent, un fou, c'est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Moi, je suis un fou, mais je n'ai pas perdu ma raison. Je peux recommencer quand encore, Frédéric? Je n'ai pas de moyens. Je reviens là-dessus. Le ministère des Affaires sociales existe-t-il au Cameroun? Est-ce que c'est pour certaines personnes? Je ne suis pas victime, je n'ai pas été dans cette affaire. Nous sommes à Bali, nous ne sommes pas à Dikolo. Ici, c'est Bali. Nous ne sommes pas Dikolo. Et quand, par le biais de notre conseil, Maître Seke, il va déposer notre requête. La famille Mkouribel, la famille Depel, la famille... La requête a été irrecevable. Tout simplement, le mobile que vient faire la famille Mkouribel ici, puisqu'elle n'est pas concernée. Curieusement, quand on me casse ce matin, j'ai entendu crier, c'est la maison de leur leader, il faut casser. On m'a retenu ici.
Pendant 3 jours, je n'ai pas sorti, il y avait la police qui m'encadrait. Frédéric, en me posant la question, avec quels moyens dois-je recommencer? Avec quels moyens? En plus, tonton, sans te couper, le jour où ils viennent casser, il est prévu le lundi un transport judiciaire. Voilà. D'accord? Oui. Pour venir constater justement que ces maisons qu'on veut casser ne sont pas concernées. Alors, ils ont anticipé le samedi, un jour d'ailleurs non ouvrable, pour venir casser. C'était très vicieux. Merci, merci. Frédéric, un haut fonctionnaire qui sort de l'ENAM, doit-il biaiser la loi? N'a-t-il pas du cœur au moins dire que ce que je veux faire, commettre là, c'est un crime? C'est un crime. Mais pourquoi ne pas traiter ça comme génocide? Oui, Frédéric. Vous êtes quand même dur avec les mots, Charles. Non, 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 je ne suis pas dur. Je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Vous pouvez prendre à témoin l'honorable et mon neveu Patrick. Je ne serai pas là devant vous. Mais je remercie les ONG, entre guillemets, du Colo Diaspora Paris, Sawa Sawa Kodi, Kodamboa. Si nous sommes ici aujourd'hui, si je suis là devant vous, grâce à eux. Je remercie aussi mon jeune neveu que j'ai envoyé devant parce que plusieurs fois, j'ai décliné les interviews parce que je ne me sentais pas, je ne pouvais pas me porter pour y aller. Alors, aujourd'hui, suis-je Camerounais? Quand tu le dis, Frédéric, c'est ce qu'on appelle médecin après la mort. Nous avons été spoliés au moins 4 fois. Les Allemands sont arrivés, on nous a repoussés. Les rails sont arrivés, on nous a repoussés. La route qui passe là, on nous repousse. 2 UP. Et enfin vient M. Chinyako avec tout ce que cela comporte, sans état d'âme. Vous détruisez les Camerounais sans toutefois avoir un regard. Mais un grand homme, c'est celui qui peut revenir sur sa faute et dire, mais voilà, je le fais, même s'il ne prend pas la cloche. Pour le faire savoir, il y a la manière, avec un peu d'élégance, revenir vers ces sinistrés qui ne vivent plus. Les enfants qui ne vont plus à l'école. Et quel avenir pour ces enfants? Victor Hugo, il a dit, une école qu'on ferme, c'est une prison qu'on ouvre. Frédéric, il a encore temps. Mais est-ce qu'il y a encore temps? Il y a des morts. Il y a des morts. Quand on dit, quand le ministère public ou les ONG viendront, c'est pour enterrer qui? C'est pour enterrer, c'est pour, mais je ne comprends pas, Frédéric. Il me manque des mots. Hein. Il ne vous manquera pas de mots, rassurez-vous. Vous avez encore certainement de beaux jours devant vous. Honorable, vous avez tout à l'heure tendu la perche. Hein. Je reviens sur cette perche. J'ai 2 questions pour vous, si vous le permettez. Oui. La première, en rapport avec la décision de justice qui a été rendue et qui vous a fait beaucoup de bien, qui vous a donné envie de croire que finalement la justice possible dans ce pays, mais seulement on ne voit pas les choses se mettre en place ou se remettre progressivement en place sur le site de Dikolo qui continue à être une petite broussaille en plein quartier administratif de Bonanza. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans cette tragédie, c'est Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, avec passion certes, mais avec détermination et beaucoup de documentation. En fait, il a donné de son temps pour comprendre de quoi il s'agissait et il a donné de son temps pour dire au Cameroun tout entier ce qui se passait. Et je crois que grâce à lui, le gouvernement même a compris ce qui se passait. Et bon, les avocats, on dira, c'est leur travail, hein? Mais je pense qu'eux aussi, ils ont fermement cru à cette défense. À cette défense qui était une défense des droits de l'homme.
Parce qu'on a tué ces gens. On a tué ces gens parce que, peut-être parce que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas sensibles à cette destruction des êtres humains qui n'est pas forcément physique. Hein? Je vais vous prendre un exemple. Charles, le soir, quand il revient de rendre visite à ses cousins, ses frères et tout, il s'assoit à un fauteuil bien précis. Et son petit-fils court lui apporter des babouches et défaire ses chaussures. Ce pan de vie-là était localisé à un endroit bien précis, qui avait une signification qui n'était pas matérielle. Et ça, on a cassé ça. Il y a eu une rupture en lui. Il y a eu une rupture. Ça on le comprend bien. Mais parce que malgré la décision, Charles, les autres ne vont pas se mettre là pour reconstruire. Mais, certes, Charles n'a peut-être pas les moyens de reconstruire. Oui. Mais Patrick peut avoir les moyens je voulais pour donner un parpaing à Charles. Je voulais y arriver pour dire que, comme ils sont là, en réalité, ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin d'être soutenus parce qu'ils ont besoin d'énergie et ils ont aussi besoin de compétences. Et il a dit tantôt qu'ils ont déjà fait tout un travail qui leur a permis de servir à la plus haute autorité de notre région une sorte de plan, ouais. Oui, un plan de réparation et de reconstruction. C'est déjà beaucoup. Mais je pense qu'ils vont commencer à s'essouffler et on va peut-être connaître un affaiblissement de ce qu'ils sont. Jusque-là, ils tiennent le coup, mais ça ne va pas durer longtemps. Parole de psychologue. Donc, ils ont besoin d'être entourés autrement. Il y a effectivement les gens de la diaspora qui essayent comme ils peuvent, mais je pense qu'ils peuvent aussi interpeller le gouvernement. Parce que, effectivement, Dikolo était quand même un pôle de production de richesse, mais Dikolo peut être un pôle de production de richesse multiplié par 200. Et eux-mêmes et les générations à venir vont jouir de ce nouveau Dikolo-là, bon, en laissant derrière eux les meurtrissures, les blessures, etc. Parce qu'il faut aussi savoir avancer. À un moment donné, il faut croire en l'avenir. Je pense qu'ils peuvent aller rencontrer les instances gouvernementales pour leur dire, OK, nous sommes partenaires, nous sommes forcément partenaires. On fait comment? Nous, on n'a pas les moyens disponibles pour démarrer quoi que ce soit. C'est chez nous. Écoute, vous pensez que les gens qui sont propriétaires dans le 16e arrondissement, où là je parle de la France parce que c'est le pays que je connais le mieux, mais tous les quartiers UP de France avaient des autochtones. D'accord? À un moment donné, les plans d'urbanisation, les plans de développement de la cité ont fait en sorte que ces personnes-là n'avaient plus les moyens de continuer, mais ce sont des riches. Ces personnes sont riches. Donc je pense qu'il y a plein de solutions. On leur a proposé quand même quelque chose de dans ce sens-là, d'honorable. Oui, dans ce sens-là. Mais malheureusement, ici, ben, il n'y a rien. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a même pas l'ombre d'un agent administratif. Vous avez demandé des audiences et... non, je voudrais juste qu'on soit un peu plus précis. Oui, en dehors de déposer... Voilà. Est-ce que vous avez demandé des audiences pour essayer de faire un plaidoyer, un lobbying parce que c'est aussi une voie efficace, hein, le lobbying. Donc, bon, peut-être que toi, tu peux mieux en parler. On en parlera tout à l'heure. Je garde la prochaine question qui est la vôtre. Hein, je la garde au frère. Je vais voir. Est-ce que sur le plan du droit, Charles, Patrick et les autres sinistrés ont le droit de reconquérir le site après la décision du tribunal administratif? Vous savez, le juge est la bouche de la loi. Une fois que le juge s'est prononcé, c'est le droit qui a été dit. Donc, sous réserve des procédures d'appel
qui ont été peut-être interjetés contre la décision rendue par le tribunal administratif. Parce que c'est ça, je ne sais pas, est-ce que la partie adverse a fait appel de la décision qui a été rendue par le tribunal administratif? S'il n'y a pas eu appel, la décision, elle tient lieu de droit et les populations peuvent naturellement retourner sur leur site. Parce que justement, lorsque vous lisez la décision, le juge dit que les titres fonciers existants restent en l'état. Donc, il n'y a pas de doute qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Les populations, il dit bien, s'il n'y a pas eu appel à la décision, parce que quand il y a appel, il faut justement se pouvoir auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. Ça, je ne sais pas si la procédure se poursuit à ce niveau-là. Mais maintenant, si la procédure se poursuit à ce niveau-là, il va falloir attendre que le tribunal vide son contenu et la décision finale, justement, sera d'application. Donc, à ce niveau-là, une fois que la décision elle est rendue exécutoire, même pour l'État, les populations, telles que le dit le juge, peuvent justement rentrer sur leur site. Peut-être le plus dur, ça sera pour ceux qui n'avaient pas de titre foncier, parce que Dikolo, c'est quand même un ensemble de personnes qui avaient à la fois des titres fonciers et ceux qui n'en avaient pas, qui sera plus facile pour ceux qui ont les titres de retrouver à partir des géomètres, retracer les bornes. Mais maintenant, pour ceux-là qui n'avaient pas de titre, ça pourra être un peu plus compliqué. Mais le droit, il faut attendre. En fait, s'il n'y a pas eu de voies de recours, alors les populations sont en droit justement de retourner sur là, c'est plus que c'est ce que le juge leur a dit. Et le juge, il faut comprendre que le juge est la bouche de la loi. Donc, une fois que le juge s'est prononcé, c'est le droit qui a été dit. Voilà. Alors, Patrice, je vais revenir à vous, mais permettez-moi de titiller un tout petit peu. C'est ça le rôle de l'homme de presse que je suis. Je vais titiller un peu l'honorable Marlise Douala-Belle. Alors, on est à quelques mois d'une échéance électorale majeure, on le sait, on l'entend un peu partout, on invite des gens à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais à quelques mois de ces échéances majeures, puisque d'après le calendrier, on devrait avoir des élections générales en 2025, parmi lesquelles l'une des plus attendues est la présidentielle. Alors, quel peut être l'état d'esprit d'un acteur politique comme vous face à Dikolo qui n'a peut-être toujours pas une fin heureuse à la fois pour les populations et pour l'acteur politique que vous êtes? Ça, c'est un peu une question pour aussi. Oui, votre micro. Je vois que tu... que Frédéric ne perd pas ses réflexes. Que Frédéric ne perd pas le... Mais tu as raison de poser cette question parce que le peuple nous regarde. Le peuple nous regarde. Ça ne peut pas être une question, une préoccupation ordinaire. En tout cas, pour le territoire politique qui est le mien. Ici, le territoire politique immédiat, local. Cette question de Dikolo est dans le débat. Et nos adversaires essayent d'exciter ou d'énerver les populations pour les éloigner, pour éloigner leur vote, leur suffrage du RDPC. Mais je pense que nous avons le temps d'en parler avec les populations, mais je pense que les populations ne sont pas dupes. On ne va pas sur un fait, même s'il est très très malheureux, un fait comme celui-là, tirer des conclusions hâtives. Et nous allons nous donner du temps, nous allons continuer les plaidoyers, nous allons continuer le lobbying, nous allons continuer le soutien visible auprès des personnes affectées. Et nous avons bon espoir que nous aurons de bonnes nouvelles dans pas très longtemps. De bonnes nouvelles, pas très longtemps. Voilà. Est-ce que vous y croyez? Surtout que d'après nos investigations, l'affaire est portée aujourd'hui devant la Cour suprême. Bien sûr que nous y croyons. Je reviendrai d'ailleurs sur la question. Pourquoi est-ce qu'on ne repart pas sur nos terres? Oui, nous avons droit d'y aller. D'y retourner. Mais stratégiquement, est-ce que c'est la meilleure option aujourd'hui? Y retourner comme ça? Non, je ne crois pas. C'est à dessein que nous n'y retournons pas. Je ne dirais pas ici les raisons réelles, mais c'est à dessein.
C'est à dessein, nous savons comment, vous savez, lorsque vous donnez à quelqu'un un fouet pour vous fouetter, il va y aller pas de main morte. Il ne va pas forcément y aller de main morte. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc nous préférons ranger le fouet sous la table et nous attendons. J'espère qu'on s'est compris, Frédéric. On s'est très bien compris. Voilà. Est-ce que ceux qui sont sur leur smartphone, oui, devant leur laptop ou on ne leur va non ordinateur plus, à regarder, on ne va donc plus dévoiler toute notre stratégie ici. Parce qu'il faut dire que tout le travail qui a été fait, tous les soutiens qui nous ont été apportés, il y a eu un gros travail de stratégie derrière. À chaque fois que je pose cette question, vous me dites toujours vous ne dévoilerez jamais vos stratégies. Oui, bien sûr, on ne peut pas. Vous savez, ça, en fait, il y a la partie visible de l'iceberg. Et comme a dit honorable Marlise Douala-Bell tout à l'heure, ma tata, il y a beaucoup de travail de lobbying qui déjà a été fait, qui continue à être fait et qui va encore être fait. Il y a des personnes d'ailleurs qui ne veulent pas forcément se faire connaître, des anonymes qui ont agi à gauche et à droite pour que nous en arrivions là. C'est le résultat, on va dire, d'un collectif. Je vais dire un collectif Sawa. C'est la première fois, sincèrement, ça il faut le saluer, que je vois la communauté Sawa se réunir comme une seule personne, sans exception, je dis bien sans exception, et pour porter main forte à une cause, la cause de Dikolo. Ça veut dire que forcément Dikolo a une symbolique dans notre communauté. C'est vrai que au-delà de tout ce que nous connaissons, nous aurions aimé avoir encore plus de soutien de certaines entités qui aujourd'hui timidement commencent à... je crois qu'il y a beaucoup d'entités qui étaient liées par certains accords ou alors certains intérêts autres que communautaires, mais qui aujourd'hui commencent à se délier de ce joug-là pour apporter aussi du leur dans cette lutte. Et c'est pour ça que je dirais que nous gardons cet espoir éternellement jusqu'à la résolution définitive du problème de Dikolo. Est-ce que vous portez en touche ma question autour de la Cour suprême? Non, je ne botte pas en touche. Nous le savons très bien que le Premier ministère a fait un recours et justement il y aura, ça n'a pas encore été programmé et justement nous partons en cassation, en cours de cassation à la Cour suprême. Mais moi je dis cet espoir, vous comprenez, je crois que la justice s'étant déjà prononcée, il n'y a pas d'éléments nouveaux, à moins que je ne me trompe, Syriac. Il n'y a pas d'éléments nouveaux, c'est les mêmes éléments qui vont être réexaminés. Et peut-être qu'on cherchera à savoir s'il y a eu un vice quelque part ou de procédure, mais je crois que la juge du tribunal administratif de Bonanjo a été magistrale. Oui, c'est-à-dire que on a eu affaire à une professionnelle qui n'a pas eu froid aux yeux de dire le droit. Et ça a été dit dans la règle de l'art. C'est pour ça que moi j'ai espoir qu'à la Cour suprême, je ne vais pas être, je vais pas jouer les Nostradamus, oui. Mais je me rapprocherai de Nostradamus. Charles, oui. Vous gardez le même espoir, votre micro s'il vous plaît, est-ce que vous gardez le même espoir que votre jeune neveu? Patrick, c'est mon neveu. Honorable, c'est ma belle-sœur, c'est ma sœur aussi. Syriac, c'est une personne qui maîtrise son droit. Qu'est-ce que vous voulez encore que je vous parle? Tout simplement ce que je veux aller vous dire. Au plus profond du désespoir, tout le monde a besoin d'espérer, même si c'est une promesse. Donc vous gardez espoir? Je garde espoir. Je continue à y croire. Mais n'allez pas me demander pourquoi je ne vais pas
sur cette... Vous m'avez déjà dit que je vous cherche les pouces sur la tête. Je ne vous les chercherai plus. S'il te plaît. Alors, honorable, il nous reste un dernier tour de table après celui-ci, parce qu'on devra parler d'une forte mobilisation qui a lieu ce dimanche, précisément sur le site de Dikolo, 2 ans après. Un culte écuménique qui va être dit sur ce site-là. On va y revenir après les 2 questions que je poserai à l'honorable et à Syriac. On a cette affaire Dikolo qui nous pèse sur le cœur, malheureusement avec tout ce que cela implique. Que doit-on espérer au-delà de tout aujourd'hui? Quelles peuvent être les attentes des hommes, femmes, enfants, vieillards, meurtris dans leur chair, chassés vers le militaire, de ce qu'ils ont toujours considéré comme étant le berceau de leur humanité? Merci Frédéric. D'abord, je pense que c'est très bien d'avoir pensé à organiser un événement. Pourquoi? Parce qu'il y a des rituels comme ceux-là qui mettent les esprits ensemble. Les gens communient ensemble autour d'une même préoccupation et des mêmes soins, des mêmes souhaits. Donc c'est important pour moi. Deuxièmement, je pense que les politiques que nous sommes vont se mobiliser aussi pour accompagner cet événement. Pourquoi? Juste pour que le signal soit donné que chaque fois que les intérêts du peuple sont en difficulté, nous, les politiques, nous sommes là pour porter les causes. Donc, je prie Dieu que tous ceux qui nous entendent ce soir, mes collègues, mes camarades, sachent que ce combat du peuple est notre combat. Ce combat du peuple est notre combat et nous pouvons aider le gouvernement à prendre conscience de la gravité des faits en nous mobilisant massivement. Il y a des priorités dans la gestion d'un pays comme le nôtre. Et Dikolo n'est peut-être pas dans l'agenda national la priorité. Mais je suis persuadée que quand les autorités verront que nous nous sommes retrouvés en masse, pas pour agresser, pas pour insulter, pas pour, j'allais dire, acculer, mais pour appeler à l'aide, appeler l'État à l'aide pour que le droit qui a été dit ait une suite qu'on appelle la réparation. Donc voilà ce que moi j'aurais comme message et j'espère que tous nous serons au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on doit attendre comme réparation au-delà de peut-être le droit qui a déjà été dit? En termes de réparation, il faut dire que ça va coûter beaucoup. C'est peut-être pourquoi, compte tenu du fait que ça risque de coûter beaucoup, c'est peut-être pourquoi l'État prend l'élan. Peut-être il serre mieux la ceinture pour voir comment rebondir. Parce que, comme l'a dit les autres, il y a eu le dégât matériel, mais il y a eu ce dégât psychologique qui ne va jamais se réparer. Il y a eu ce détachement, cette fracture sociale, cet attachement culturel, sociologique et spatial qui sera difficile justement à réparer. Mais tout au moins, le franc symbolique, c'est possible. C'est possible que le franc symbolique soit justement donné à ces personnes-là qui ont perdu leur bien. C'est possible qu'avant même l'arrivée de ce franc symbolique, comme le disait M. Henri, que le service social, les services sociaux justement se rapprochent. Parce que ça va permettre de décrisper, ça va permettre de relâcher un peu cette atmosphère-là qui
caricaturent l'État comme celui-là qui ne fait rien pour une population meurtrie, qui n'a pas demandé à vivre la situation qu'elle vit aujourd'hui. Donc nous pensons qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites pour naturellement apaiser les cœurs, ramener les cœurs à la raison, à cette chose humaine qui caractérise justement les sociétés africaines. Donc, en plus de cela, maintenant sur la réparation matérielle, ça ce sera une autre procédure. Je crois effectivement que les avocats y travaillent, mais je crois qu'il y a des éléments matériels qu'il faut mettre en jeu pour que naturellement les populations sentent que oui, l'État n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire pour les protéger, mais il revient quand même à la raison, il revient à des meilleurs sentiments pour que ces populations sachent qu'elles n'ont pas été abandonnées, en attendant justement que tout le droit soit vidé, même si je suis tout à fait d'accord avec Patrick, peut-être il n'y aura pas des éléments nouveaux, mais comme disait quelqu'un, le Cameroun aussi c'est le Cameroun. Parfois il y a des choses que si on vous explique et que vous comprenez, c'est que peut-être on ne vous a pas très bien expliqué, mais je crois quand même que le droit est en faveur des populations. L'État aussi est en faveur de ces populations, parce que justement, si l'État ne l'était pas, je ne pense pas qu'il aurait suspendu les travaux. On aurait foncé coûte que vaille. Mais vous connaissez la politique de la terre brûlée? Non, pas forcément. Et puis je crois qu'il y a de l'espoir. Pas forcément, il y a de l'espoir. Moi j'ai travaillé sur des cas presque particulièrement similaires, où des populations ont attendu 30 ans et elles ont été indemnisées. 30 ans après, ça s'est passé du côté de l'ouest, ça s'est passé également du côté du centre, où effectivement des batailles, l'espoir a fait vivre les populations et elles ont pu être indemnisées, même si cela ne représentait plus forcément le coût de ce qui a été subi comme préjudice. Alors, je voudrais sortir avec vous, Syriac. Dimanche, une mobilisation. Qu'est-ce que vous lancez comme message à l'endroit des populations? C'est que justement, que ces populations se mobilisent massivement et que tous les autres Camerounais s'y mobilisent aussi pour justement faire passer un message selon lequel il est important que pareille chose n'arrive plus jamais et que nous puissions nous mobiliser pour apporter de l'assistance à ces personnes-là. Nous avons parlé de personnes vulnérables, les personnes âgées qui ont besoin de cette assistance, les enfants qui justement souffrent de cette fracture familiale, de cette fracture sociale, qui sont pour certains séparés des familles, qui sont aujourd'hui dans les familles d'accueil. Moi, j'ai beaucoup plus de soucis pour la jeune fille qui est justement à la merci de beaucoup de risques. Vous voyez, autant la jeune fille que le jeune garçon. Pour la jeune fille, ça pourra être des grossesses précoces, ça pourra être un certain nombre de choses. Pour les garçons, ça pourra être la délinquance juvénile. Et comme notre pays traverse une période un peu sensible de son histoire, et il ne faudrait pas que la main d'œuvre soit recrutée au sein des personnes frustrées pour justement commettre l'irréparable. Et nous pensons que l'État prend acte de cet état de choses et que à Dikolo, une solution pérenne va être trouvée. Donc forte mobilisation pour le 2 pour dimanche le 2. Honorable Ali Doualabel, le 2, vous serez de la partie certainement. Vous ne manquez jamais, j'ai envie de le dire, les sorties lorsqu'il est question de Dikolo. Ce serait quoi votre message aujourd'hui à l'endroit de ces hommes, femmes qui nous regardent à travers le monde, dans la diaspora? Merci encore à la diaspora qui se mobilise toujours en faveur des populations de Dikolo. Quel serait votre message aujourd'hui? Alors le premier message en direction de nos frères affectés, leur dire de continuer à espérer et de rester résilients. Moi, je suis persuadée que cette histoire se terminera bien. À ceux qui veulent montrer leur sympathie et leur engagement au respect de la dignité des êtres humains, à tous ceux qui pensent que notre pays est un état de droit, à tous ceux qui pensent que le gouvernement actuel est capable d'apporter des réponses attendues, soyons tous une fois de plus rassemblés dans le même esprit
pour témoigner de notre sympathie, de notre empathie, pour témoigner de ce que nous voulons que le droit soit dit pour que les populations du Cameroun se sentent protégées. Nous voulons que tous nous soyons là, les politiques, la société civile, les amis, les parents, les communautés, que nous soyons tous là aux côtés des personnes vulnérables aujourd'hui. Je rappelle que la mobilisation, c'est ce dimanche, 2 juin 2024, sur le site de Dikolo, à partir de 11h précise, un culte écuménique. Charles, forcément vous y serez, même si nous sommes rattrapés ce soir par les intempéries. On est à Douala à la fin du mois de mai, donc c'est le début de la grande saison ou la petite saison des pluies. Et pratiquement, Charles, un message, un mot pour dimanche. À l'endroit de nos frères et sœurs de la diaspora, ce qu'ils ont encore fait ce soir, merci. C'est vrai que cette date, d'aucuns me l'ont reproché. Pourquoi l'avoir déplacée au 2 juin? Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Ben voilà. Il y a aussi la logistique. Il y a pas mal de choses. Il y a l'organisation. Et aussi profiter de l'arrivée de notre frère et fils, Elim Bilobé, qui sera présent ce 2 juin à 11h du matin. Nous appelons toute la communauté Sawa et les non-Sawa qui ont toujours été présents, partager cette peine avec nous, qui nous rejoignent ce 2 juin à 11h, parce qu'une messe écuménique, un culte écuménique sera dite par des pasteurs protestants et certains prêtres. Merci beaucoup Charles-Henri. Patrick, on va clôturer avec vous. Le 2, c'est une journée importante pour les victimes de Dikolo. Sur le site de Dikolo, vous y serez rassemblés. Qu'est-ce que vous attendez des autres? Oui, d'accord. Alors, je vais dire que l'affaire Dikolo, la toute première personne qui l'a fait connaître médiatiquement, c'est Abel Elimi-Lobé. Il est parti un dimanche pour une émission à, je me rappelle, une chaîne concurrente sur un autre sujet. Et il a carrément fait une sorte de... Il a dévié le sujet. Voilà, il a dévié le sujet, il a parlé de Dikolo. À partir de ce moment, Dikolo, c'est un 14 mai. Mais nous avons décalé pour le 2 juin, comme a dit mon tonton Charles, parce que tout simplement, l'emblème de l'affaire Dikolo qui est Elim Bilobé, n'étant pas sur place, il sera là à partir de samedi. C'est pour ça que dimanche, le 2, donc, nous avons ce regroupement. D'ailleurs, j'appelle tout le monde, toute la communauté Sawa, parce qu'il est prévu un regroupement chez lui, à Bonadouma, le 1er juin, le samedi 1er juin, à 14h. Alors, après ce jour, nous allons tous nous déporter le lendemain à Dikolo, à 11h, le 2 juin. Et c'est l'occasion de réunir tout ce monde-là qui est épris de justice, qui est épris de paix, et dans cette note d'espoir que après le 2, nous n'aurons plus un autre 14 mai 2025. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Patrice Modissa, victime sinistrée de Dikolo Gate, Charles-Henri Moukouri également victime, Jean Syriac, juriste et expert foncier, Honora Marie-Zola Belle, femme politique. Merci à toute l'équipe de Dikalo TV mobilisée ici au restaurant La Fringale à Bali, à Douala. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis à partir de vos smartphones et vos différents autres points. Nous sommes dans les conditions du direct. Il pleut à Douala et nous sommes en ex-scène. On peut comprendre que la situation soit assez poussive à la fin, mais nous avons quand même tenu le pari aujourd'hui de faire cette émission spéciale 2 ans après la catastrophe, les destructions massives
au village de Dikolo à Bali, un moment qui avait ému tout un peuple, toute une nation, toute une Afrique et tout le monde. Merci encore à ces équipes de Dikalo TV qui restent malgré la pluie à se mouiller et à vous permettre de vivre ce direct ce soir. Merci encore mesdames, messieurs. Vous faites bien de rester toujours scotchés sur les programmes de Dikalo TV. Bonsoir à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonjour,